Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, petit moment de peinture sans figurine. Plus de technique parce que, en effet, cette semaine, nous avons reçu deux nouvelles peintures. Alors, les deux nouvelles peintures que nous avons reçues, c'est donc l'Agrax Shade. C'est donc un shade et nous allons voir très rapidement comment est-ce qu'on s'en sert. Et puis c'est une couleur de base, donc l'Abaddon Black. L'Abaddon Black qui évidemment c'est du noir. Ça va nous permettre donc de donner un petit peu plus de volume aussi à nos figurines, plus de détails, plus aussi de diversité. Parce qu'aujourd'hui nous n'avions que 7, 6, 7, 8, je ne sais plus, pots de peinture. Maintenant ça commence un petit peu à se développer, c'est pas plus mal. Alors, pour en revenir à la technique pure et dure, et donc tout simplement à la peinture, en fait, il faut bien prendre en compte différents éléments. D'abord, évidemment, c'est notre pinceau. En fait, c'est pas notre pinceau, mais bien maintenant nos pinceaux. On rappelle bien sûr les différentes parties de notre pinceau, la pointe, le plat, les poils, la virole et le manche. Même si le manche, ça paraît évident, on s'en fout un peu. La virole, c'est important parce qu'encore une fois, il ne faut pas trop mettre de peinture aux abords de la virole pour ne pas abîmer les poils justement et ne pas faire en sorte que notre pinceau soit trop abîmé et trop compliqué à gérer. Mais c'est surtout donc la pointe et le plat qui vont nous intéresser. La pointe, parce que c'est elle qui va nous permettre d'aller d'aller chercher les détails. D'accord ? Le plat, lui, à l'inverse, va nous permettre de peindre de plus grandes surfaces, ce qui est assez logique. Alors, une fois qu'on sait ça, il va falloir aussi qu'on apprenne à gérer notre peinture. Pour gérer notre peinture, il faut déjà savoir la diluer. Pour la diluer, on nous donne un conseil très simple, c'est que sur notre palette, on va mettre en gros un équivalent de 4 mesures de peinture pour une mesure d'eau. Alors, pour les personnes qui utilisent une palette humide, comme moi, vous savez que j'en ai fabriqué une et je vous ai même indiqué comment est-ce que vous pouviez la fabriquer vous-même. Eh bien, sur cette palette humide, c'est vrai que on dilue un petit peu moins pour la simple et bonne raison que en fait notre peinture est déjà diluée. Bon, là c'est un contre-exemple, je dirais, avec ce que je vous montre, parce que c'est du shade. Mais voilà, ça permet quand même très facilement de diluer notre peinture sans trop mettre d'eau, parce qu'en fait, encore une fois, comme il y a déjà de l'eau dans la palette, comme il y a déjà de l'humidité dans cette palette, eh bien on a moins besoin de diluer le reste de la peinture. Ce qui, encore une fois, paraît assez logique en fonction de notre utilisation. Donc voilà. On va la diluer. L'idée de la bonne consistance, c'est que quand vous êtes sur une palette non humide, je le rappelle, parce que la palette humide fait en sorte que la peinture va s'écouler plus facilement. Sur une palette non humide, on va avoir une peinture qui va descendre très lentement. Si elle est trop diluée, vous allez avoir des grosses gouttes qui vont se former et qui vont partir très rapidement. Pour la peinture métallique, le procédé est un petit peu différent parce qu'en fait, on va très peu la diluer. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir des pigments qui soient trop dilués dans l'eau et dans la peinture et qui derrière ne se retrouvent pas, tout simplement. Et puis, ça évitera les problématiques, comme on a pu le voir nous dans notre peinture, d'éléments qui vont se rétracter, la peinture qui va se rétracter sur elle-même pour derrière laisser qui en plus derrière va laisser des zones blanches. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on va utiliser nos pinceaux et comment est-ce qu'on va peindre ? Alors honnêtement, je trouve que c'est un petit peu tard de nous donner ce type de fascicule-là après 17 numéros. On a déjà testé pas mal de choses, on a déjà peint pas mal de figurines, même si on avait peu de couleurs, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas nous avoir présenté ça dès le départ. Mais bon, pour les grandes zones, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les grandes zones, on va utiliser l'aplat. Sur notre pinceau base M en synthétique, là, que nous avons reçu cette année, comme on sait qu'il est pincé sur le bout, on a une zone qui est plus plate que l'autre, et une pointe qui est plus formée sur un côté. Donc,
L'aplat va nous servir à faire les grandes zones. Je prends un exemple sur ces embrocheurs, par exemple. On va pouvoir faire, avec cet aplat, on va pouvoir faire toutes les parties de tissu. Les petites zones, elles, vont être à gérer avec des pointes, avec des éléments plus précis. Ici, par exemple, si je veux aller toucher que un dérivé, évidemment, je ne vais pas y aller directement avec mon aplat. Par contre, je vais faire en sorte d'avoir une belle pointe et d'aller récupérer juste, voilà, comme ça, juste ma petite pointe. Enfin, pour les détails délicats, alors les détails délicats, c'est surtout les éléments qui vont être difficiles d'accès. Là, pareil, on va prendre un petit pinceau, alors peut-être qu'on va pas prendre notre base, mais peut-être plus un layer S par exemple. Voilà, là c'est même un layer M, vous voyez que on est sur une pointe qui est très 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 fine. Pointe très très fine qui va nous permettre justement d'aller chercher des tout petits détails à l'intérieur d'autres éléments et donc d'aller très doucement peindre des éléments qui sont peu accessibles. Je prends par exemple sous le bras là, hop, on va aller pouvoir peindre la ceinture sans trop s'embêter. Vous savez que moi c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est faisable. En prenant son temps, en le faisant doucement, on va pouvoir faire ça donc tranquillement avec des pinceaux qui sont peut-être un peu plus fins, un peu plus pointus. Comment est-ce qu'on charge notre pinceau ? Eh bien sur notre palette, on a ici, prenons l'exemple de cette palette comme ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va en fait aller chercher la peinture et l'amener vers l'extérieur de la palette, de la couleur en fait. Je vous montre. On va prendre un exemple, on va mettre un petit peu de peinture. On va mettre un petit peu de peinture, si possible. La peinture qui se voit bien. Voilà. Voilà, donc là, on est sur du bleu, du Cantor, voilà. Alors, clairement, c'est de la peinture qu'on va gâcher. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas très grave. 2 gouttes. Alors, toujours, donc on dilue notre peinture, bien sûr, on renettoie et on revient dessus. On reforme notre pointe au maximum. Là, clairement, mon pinceau est à nettoyer. Et vous voyez que je vais venir juste comme ça, chercher à partir du centre jusqu'à l'extérieur. Ça va me permettre quoi ? En fait, en faisant ça, je vais bien imprégner mes poils, d'accord ? Et je vais surtout en enlever aussi petit à petit. En enlever un petit peu, je vais enlever le surplus en allant vers l'extérieur, vers là où il n'y a pas de peinture. Je vais enlever le surplus et ce qui va faire que, en plus, à la fin, je vais donner un petit coup comme ça. Hop, un petit coup de doigt. Vous voyez, je fais rouler mon pinceau entre mes doigts à la fin pour que, en effet, le surplus de peinture s'en aille et qu'en plus, je reforme naturellement ma pointe. Donc ça, c'est très très important à faire. Ensuite, pour l'application, évidemment, eh bien, le plus simple, c'est de partir. Pareil, on va partir du haut et on va aller vers le bas. On va partir du centre d'un élément et on va aller vers l'extérieur. On va pas prendre de l'extérieur vers l'intérieur. On va plutôt être de l'intérieur vers l'extérieur d'une pièce. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir plus de contrôle tout simplement. Si vous partez comme ça en descendant, naturellement votre main aura plus de contrôle que si vous faites comme ça. Évidemment, j'exagère un petit peu, mais croyez-moi, en fait, naturellement, comme vous avez toujours appris à écrire, eh bien, votre main a l'habitude de descendre plus facilement et donc de contrôler plus facilement le geste en descendant. Pour les éléments très délicats, on va pouvoir aussi utiliser la tranche de notre pinceau. D'accord ? On va aller chercher, par exemple, ici on a une partie métallique. Plutôt que de la peindre comme cela et de risquer de déborder, on va pouvoir aller chercher la tranche qui va nous permettre donc d'atteindre notre élément sans déborder. Voilà, toujours en ne mettant pas trop de peinture, bien évidemment. Pour les couches,
Pour les couches, depuis le début, on nous conseille de faire 3 couches fines. Et c'est tout à fait normal, et ils ont tout à fait raison. Tous ne le font pas, on ne le fait pas tous. Moi, personnellement, je suis plutôt sur 2 couches que sur 3 couches, parce que j'ai déjà une sous-couche de blanc. Je suis plutôt donc sur un travail de base, puis un retravail des détails, on va dire, et de reprécision. Mais on peut aussi travailler sur plusieurs couches très très fines, qui vont venir donc s'additionner l'une à l'autre. Ici, quand on voit les 3 illustrations, on le voit bien sur ce noir. Donc on a eu une première couche de vert, hein, d'orgue flèche, et puis après on vient appliquer du noir. Alors avec une première fine couche noire, on va avoir les premiers éléments bien couverts, mais on voit encore qu'il y a des traces de vert qui ressortent. Avec la seconde couche, on va atteindre une teinte qui va être beaucoup plus fraîche, beaucoup plus franche. Et puis sur la troisième couche, on va avoir une peinture qui va être bien propre, bien luisante, et puis surtout on n'aura plus d'éléments de sous-couche. Et ça c'est important. Ensuite, autre détail, pour les éléments fragiles. Lorsque vous peignez une partie fragile de votre figurine, on peut avoir des problématiques par rapport justement à la fragilité. Parce que lorsque vous allez peindre, mine de rien, vous allez appliquer une certaine tension sur la pièce. Donc pour éviter cela, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, et je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, c'est de mettre votre doigt derrière. En mettant votre doigt derrière, en fait, vous avez annulé, entre guillemets, la pression que vous allez appliquer avec votre pinceau. Ça va vous permettre aussi de bien maîtriser votre pinceau. Vous allez même pouvoir vous appuyer avec votre autre doigt, votre autre main, sur votre première main. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour avoir encore plus de contrôle. Voilà. Et vous voyez que là, vous ne risquez plus de tordre votre pièce, parce qu'en fait, c'est votre pouce, votre doigt, qui vient contre pour annuler justement. Donc on a une pression qui est descendante avec le pinceau, on a une pression qui est légèrement montante forcément avec le doigt, et donc ces deux vont s'annuler l'une l'autre, tout simplement. Problème de physique, c'est des vecteurs de force. Pour les retouches, alors on va évidemment, quand on va peindre, et vous le savez, moi je vous l'indique très souvent, ma première couche c'est un peu, comme je dis, je la fais un peu à la truelle, c'est-à-dire que je la fais très très grossièrement. Et puis après je reviens petit à petit sur les détails jusqu'à ce que je sois satisfait de ce que j'ai fait. Là c'est exactement ça. On va en effet, par exemple, peindre notre visage. On va peindre notre visage en oreille flèche, et puis après on va vouloir faire le détail des dents. Le détail des dents, on va passer une première couche avec notre blanc, sauf qu'on va peut-être s'apercevoir qu'on va dépasser. Donc on va repasser avec du vert, et puis ainsi de suite. On va repasser un petit peu avec le blanc, plus précisément en allant beaucoup plus doucement. On fait souvent ça, surtout quand on est débutant. On va réappliquer de la peinture si elle s'est un petit peu effacée, si on a dépassé, si on allait un petit peu trop loin. On va réappliquer de la peinture sur la zone sur laquelle on a dépassé ou sur laquelle on s'est un petit peu trompé. Pour le pot d'eau qui vous sert à nettoyer. Alors, premier principe, c'est qu'il faut la changer régulièrement. Vous voyez, moi, elle est très très sale, je vais devoir la changer, j'ai peint ce matin, je vais aller la changer là, tout de suite après cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il faut la changer très régulièrement ? Parce qu'en fait, techniquement, il y a des petits morceaux il y a je vais trouver mon mot. Pas des paillettes, hein, mais il y a des éléments de la peinture, des éléments de couleur qui se fondent forcément, qui se diluent avec l'eau. C'est logique, il vous reste encore de la peinture sur votre pinceau, et vous avez de la peinture qui va donc se diluer dans l'eau, et votre eau, forcément, elle va prendre la couleur de votre peinture. Donc, c'est ce qui est logique, hein, c'est que vous diluez tellement votre peinture, que derrière, c'est la couleur de l'eau qui va prendre. D'ailleurs, c'est pour ça que régulièrement, quand vous nettoyez pas très bien vos pinceaux, quand vous utilisez certaines couleurs qui sont très marquantes, vous allez pouvoir avoir des poils qui sont colorés. Ça, vous y pouvez pas grand-chose. Pourtant, celui-ci, il a été nettoyé hier avec du nettoyant machine, du nettoyant pinceau. Donc, on nettoie très régulièrement l'eau pour éviter que notre pinceau soit sale et pour éviter que l'eau que l'on utilise vienne
abîmer la peinture aussi qu'on va utiliser. Si vous prenez de l'eau très très noire, si vous la mettez avec de la peinture très très blanche, eh bien vous pouvez avoir derrière un petit effet de gris qui va ressortir parce que l'eau sera venue contaminer votre peinture. Donc attention à ça. Attention aussi, ça peut être utile. Tout le monde ne le fait pas, moi je le fais pas, mais c'est vrai que c'est quand même recommandé lorsque l'on utilise des peintures métalliques, et Dieu sait qu'on en utilise, entre le lead bleacher, le rétributeur et autres, eh bien on peut avoir 2 pots d'eau, un pour la peinture normale, pour les shades, la peinture normale, et un pour les peintures métalliques, histoire de ne pas avoir les paillettes justement métalliques, qui viennent se coller derrière nos pinceaux lorsque l'on fait de la peinture normale. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal de conseils sur comment est-ce qu'on doit peindre un petit peu avec ces différentes techniques. Autre élément, et bien sûr, c'est en fait dans quel ordre on va devoir peindre. Alors, pour peindre, on va travailler étape par étape. C'est assez logique, ça se fait assez naturellement, bien évidemment, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Déjà parce qu'il va falloir qu'on attende que les zones sèchent. Ça paraît assez logique. Mais ce que l'on va faire, c'est que potentiellement, on va peindre notre figurine en dehors du socle. On va peut-être, comme je le fais souvent, comme je vous le montre souvent aussi dans les parties d'assemblage, moi personnellement je travaille beaucoup en sous-assemblage. Ce qu'on appelle le sous-assemblage, encore une fois, c'est le fait de ne pas assembler toutes les parties de notre figurine ou de ne pas assembler la figurine et son socle par exemple. Et cela pour permettre de faciliter la peinture. Donc ça, c'est très pratique, ça arrive très souvent, et ça nous permet justement de pouvoir se faciliter la vie. Je prends cet exemple encore une fois avec cet embrocheur. Si je veux peindre en dessous, ici, en dessous de sa cape, de sa jupette, on va dire, en dessous de sa toge, pour aller chercher les jambes, pour aller chercher l'intérieur de ses vêtements. Eh bien, si je le laisse là directement sur le socle, là il est collé sur le socle, eh bien à aucun moment je vais pouvoir aller chercher dessous. Mis à part si j'ai potentiellement, je sais pas, voilà, un pinceau qui est courbé. Où là j'aurais peut-être une possibilité de le faire, mais ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que très régulièrement, moi je ne colle pas mes socles et je ne colle pas mes figurines. Autre élément donc, on va peindre les détails encore une fois en sous-assemblage. Donc là on a vu le fait de pouvoir accéder sous la figurine et de se faciliter la vie, mais par exemple dans le cas des boucliers, on va pouvoir aussi ne pas coller les boucliers. Là on aurait pu ne pas coller du tout l'arbalète pour faciliter l'accès justement à l'arrière de l'arbalète, faciliter l'accès au bras, faciliter l'accès au bouclier qu'il a sur le ventre, faciliter l'accès à ces différentes parties de vêtements qui sont derrière son arbalète. Tout cela, c'est des éléments qui se pensent dès l'assemblage. Ce sont des éléments qui se réfléchissent dès le départ en se disant voilà, quel est mon style de peinture ? Comment est-ce que je me sens avec cette figurine ? Est-ce que je vais pouvoir accéder très facilement aux éléments ou pas ? Et tout ça, encore une fois, c'est vraiment des choses qui se réfléchissent parce que ça va changer toute notre peinture. Je reprends cette figurine. Vous avez vu, ça c'est un deuxième élément qu'on m'a renvoyé du service du SAV d'achat de collection. Mais les premières, vous le savez, je n'avais pas collé les bras. Je n'avais pas collé les bras avec les arbalètes. Les arbalètes et les bras, je les ai peints à côté pour me faciliter le traitement et pour faciliter la peinture de l'entièreté de ma figurine. Ensuite, quand on peint, je vous l'ai dit, évidemment, on va utiliser plein de couleurs. On le sait, on utilise très souvent du bleu, du lead bleacher, du rétributeur sur nos Stormcast, mais aussi du Katashan, du lead bleacher, de l'Auric Flèche pour nos Cruel Boys pour l'instant. Tous ces éléments-là, forcément, on ne peut pas tout peindre en même temps. Donc déjà, l'intérêt d'avoir des unités, ça va nous permettre de pouvoir justement peindre toutes nos figurines, donc faire toute notre Auric Flèche par exemple. On va faire nos 3 figurines d'Auric Flèche. Hein, si je prends 3 embrocheurs, je vais commencer 3 Auric Flèche. Une fois que tout ça sera fait, si tout va bien, ma première figurine sera déjà sèche. Donc je vais pouvoir passer à la seconde couleur, et ainsi de suite. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on va peindre une couche après l'autre. C'est-à-dire qu'on va partir en fait
sur cet exemple-là, on va partir sur le rug flèche, et puis après on va faire les vêtements, et puis après on va faire le bouclier, et puis après on va faire l'arbalète qui finit. En fait, on va remonter petit à petit sur les différentes couches de notre personnage pour faciliter notre traitement. De la même façon, on va pas forcément peindre tout dans un ordre aléatoire. Le plus simple, c'est ce qu'ils nous conseillent eux, c'est de peindre du plus sombre au plus clair. Pourquoi du plus sombre au plus clair ? Eh bien parce qu'en fait, on va peindre déjà les parties les plus sombres, et puis on va revenir sur le plus clair, et en fait, si on dépasse avec le plus clair, si on se trompe avec le plus clair, on va pouvoir revenir beaucoup plus facilement en corrigeant avec du sombre. Donc ça, c'est une vraie technique, ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, c'est pareil, on peut s'adapter, et suivant notre niveau de peinture, suivant comment est-ce qu'on veut peindre, ce que l'on veut peindre, on va pas forcément toujours être dans cette disposition-là, même si la plupart du temps, c'est vrai que c'est plus pratique. Aujourd'hui, c'est surtout l'introduction à l'ombrage. Et ben oui, parce que vous le savez, on a reçu notre nouvelle peinture. La nouvelle peinture, c'est eh bien ce shade, cet Agrax Earth Shade. Donc, c'est un marron. Il faut bien le savoir, c'est important, moi je trouve que de savoir que l'Agrax Earth Shade c'est du marron. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en fait ça va justement déterminer certains ombrages. Vous avez l'Agrax Earth Shade qui est du noir, mais on va aussi recevoir très certainement d'autres couleurs, comme le Null Oil. Le Null Oil c'est du noir. On peut avoir aussi du Drakenhof Nightshade, c'est du bleu sombre. On va avoir un shade potentiellement Séraphine Sépia, donc évidemment c'est un rougeâtre sépia. On peut avoir du Bieltan Green, donc du vert. On peut avoir aussi du rouge avec... comment il s'appelle le rouge ? Je ne me rappelle plus. On peut avoir aussi du rouge qui s'appelle le Reckland je sais plus quoi. Reckland flèche ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Mais voilà, on peut avoir différentes couleurs comme ça qui vont nous être utiles à chaque fois, parce que évidemment, tous ces éléments-là, on va s'en servir très souvent. Donc c'est pour ça que oui, le Reckland Flesh Shade qui est du rouge. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit autocollant, une petite étiquette dessus, en remettant rouge doré. Voilà, ça aide aussi pour les peaux claires. Quand je fais un visage, par exemple, je peux mettre du Reckland sur une peau qui a été très claire, que j'ai mis en très clair. Voilà. Donc, c'est des petits éléments, voilà, que moi j'utilise comme ça me permet de pas me planter, parce que des fois les noms veulent pas dire grand chose, on se rend pas compte, un Drakenhof Nightshade, on sait pas trop, voilà. Là, moi je sais que c'est du bleu sombre. L'Agrax, bon, on se doute un peu, Earthshade, on peut se douter que c'est du marron, mais c'est pas, voilà. Null Oil, on pourrait se poser une question, est-ce que c'est pas aussi du marron ? Non, c'est du noir. Voilà, donc ça peut être un élément pour bien s'en rappeler. Comment est-ce qu'on va charger son pinceau avec du shade ? Eh bien, déjà on va évidemment le retirer de notre peau, et puis après on va, un peu comme la peinture, on va le mettre sur notre pinceau. On va savoir qu'on en a trop au moment où on va avoir une petite goutte qui va se former ici. Notre goutte, elle va tomber toute seule. Ça veut dire que, un peu comme si vous aviez trop d'eau, vous voyez, quand vous avez trop d'eau, vous avez une goutte qui se forme petit à petit et elle va couler, elle va tomber. C'est exactement pareil avec le shade, parce qu'en fait, le shade, c'est quoi ? C'est juste de la peinture qui est très diluée avec un médium. Donc c'est une peinture très très liquide, entre guillemets, on va faire simplifier, on va simplifier comme ça, c'est de la peinture très liquide qui va permettre d'aller dans les petits coins, tout simplement, et qui va permettre donc d'ombrer nos différents éléments. Autrement dit, on va utiliser donc notre pinceau shade, c'est un pinceau qui est spécifique, pourquoi ? Parce que les poils sont longs, la pointe peut être très très fine, et à côté de ça, on va pouvoir charger aussi pas mal de peinture dessus. Donc, on va aller chercher des petits éléments. Ici, par exemple, je vais pouvoir aller chercher peut-être juste les détails du bouclier. Je vais pouvoir aller chercher juste les détails du bois. Voilà, en passant juste dessus, on va aller chercher que le bois. Et puis, on va aller donc ombrer le bois. On va aller pouvoir ombrer juste un détail, par exemple, sur les parchemins. Donc, juste le sceau sur les parchemins. On va faire
potentiellement que le bouclier ou que les dents. Voilà. Et à fur et à mesure, c'est ce que je vous disais aussi dans ma dernière vidéo, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que l'aspect change entre le moment où vous mettez la peinture, vous mettez le shade, et le moment où elle est sèche. Donc attention, ne vous fiez pas à votre première impression lorsque vous mettez du shade. C'est souvent après le séchage que vous vous rendez compte exactement de l'effet que vous avez donné à votre figurine. Donc ça, c'est important aussi de le notifier, d'en prendre note, parce que ça peut vraiment changer l'aspect. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser tout ça ? Eh bien, on va reprendre un petit peu, comme d'habitude, on va reprendre nos figurines. Donc, vous le savez, moi, mes figurines sont terminées, parce que j'essaie de les avancer au maximum pour les moments de bataille, donc voilà. Je vais pas revenir dessus, malgré tout, dans les explications. L'Abaddon Black qui va servir pour les jointures de nos Stormcast, tout ce qui va être jointure au niveau de l'armure, derrière les genoux, au niveau des coudes, de l'avant des coudes, au niveau des aisselles, au niveau du cou. Voilà, en fait, on va avoir tous ces petits éléments-là qu'il va falloir reprendre si vous le souhaitez. Encore une fois, si vous le souhaitez, suivant votre peinture, suivant comme vous aimez votre peinture, vous n'êtes pas forcément obligé de revenir dessus, bien sûr. Ça peut être aussi pour nos Griff Dog, eh bien ça peut être le collier, ça peut être la barbe de certains poils, voilà. On va pouvoir revenir sur certains éléments à votre guise, bien sûr. Là, il nous donne des exemples, mais ça va être à votre guise, en fonction de votre schéma de couleur, en fonction de ce que vous souhaitez. Vous voyez, toutes les ceintures là de Griff Dog, de Griff d'Estrier, on peut revenir dessus. La Graxer Shade, lui, va permettre d'ombrer et d'amener du détail. Autrement dit, on va amener du détail là par exemple sur la coiffe, on va amener du détail sur les cordelettes, on va amener du détail sur les seaux, on peut amener aussi du détail sur le livre, après tout pour faire ressortir les différentes pages. On va pouvoir aussi s'en servir même pour couvrir l'ensemble par exemple d'un griffe d'estrier. Voilà. Encore une fois, ça va servir à énormément de choses. Et ça va amener beaucoup de détails à des éléments qu'on n'aura pas prévu à la base de détailler. En tout cas, avec les premières peintures qu'on avait. Pareil pour les Cruel Boys, on va revenir sur pas mal de choses avec l'Abaddon Black. Pourquoi ? Parce que les Cruel Boys, c'est assez sombre, donc il y a des éléments qu'on va pouvoir reprendre. L'intérieur des pots, par exemple. Le pot en terre cuite que notre chaman tient dans les mains. Certains éléments tout simplement certains éléments de drapé, notre socle, aussi les bordures de notre socle, on va pouvoir repeindre, notre chaudron, tout simplement. Et puis pareil, on va ombrer avec la Grax, on va ombrer différents éléments. Alors on va ombrer nos boucliers, on va pouvoir ombrer aussi les dents, pourquoi pas, on va pouvoir ombrer les sols, on va pouvoir, voilà. Encore une fois, là je dirais... c'est à vous de voir en fonction de votre peinture les éléments que vous voulez mettre en avant grâce à ces ombrages, grâce à ces détails qu'on va relever justement avec notre peinture. Là, vous voyez, ils nous disent que ça c'est donc sur un des embrocheurs, justement, c'est le bouclier qu'il a sur le ventre. Ou alors c'est les polières. Ou alors là, c'est un des flacons que le chaman tient sur son bâton de magie. Voilà. Autant d'éléments qui vont pouvoir ressortir grâce à la Grax. Si je prends la couronne, si vous allez passer là, au niveau des détails d'écriture, l'écriture va ressortir. Elle ne va pas être cachée par la Grax. Par contre, le fait qu'on les peinte en rétributeur cette couronne, et le fait qu'on passe de la Graxer Shade dedans, eh bien ça va faire ressortir justement les différentes lettres. Et on va rendre la couronne, en fait, plus lisible, plus visible, plus spectaculaire, on va dire. Voilà, en gros, ce que l'on pouvait dire sur ce fascicule numéro 17, sur la partie de peinture de ce fascicule numéro 17. Honnêtement, c'était plutôt, je trouve que ce fascicule a été plutôt très intéressant pour la peinture, tandis qu'on n'avait pas de figurines à faire. Ce qui est assez rare, moi je trouve que c'était plutôt intéressant parce que justement, ces éléments de technique, on en a besoin pour s'améliorer, pour comprendre comment mieux travailler et comment plus avancer, aller plus vite ou faciliter notre travail. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette
cette vision donc de la peinture vous aura plu. J'espère que j'ai été assez clair et que vous avez pu découvrir quelques éléments. Moi, il me reste plus qu'à vous remercier comme d'habitude pour tous vos commentaires. Vous remercier aussi pour toutes vos remarques toujours positives. Même quand je fais des bêtises, je reprends un exemple d'aujourd'hui, j'ai dû refaire une vidéo parce qu'on n'entendait pas du tout ma voix, la musique était beaucoup trop présente. Donc je l'ai refaite, j'espère que ce sera mieux. Mais voilà, n'hésitez pas, si je peux, je retente, sinon bah, c'est pas grave, hein, il y a les sous-titres au pire, et puis on avance comme ça, mais pour tous ceux qui ont besoin, j'essaie de faire au mieux en tout cas. Mais encore une fois, merci pour tous de vos commentaires, pour votre suivi aussi. Chaque jour, c'est une nouvelle découverte pour moi et chaque jour, c'est un nouveau plaisir. On est 122, vous êtes 122 sur la chaîne, je trouve ça tellement gentil, tellement adorable de me suivre. Et merci à tous. Et donc n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner si c'est pas le cas. Si vous ne faites que passer, merci à vous de passer sur cette chaîne. Et puis j'espère que ça vous aura intéressé. En attendant les prochaines vidéos, qui vont être des vidéos de bataille. Et puis la semaine prochaine, on passera donc sur les montages, le fascicule numéro 17, le montage des figurines des je ne sais plus quoi. C'est la bande rusée. La bande rusée des Cruel Boys. Et puis derrière, avec le 18, on est sur une semaine plus Stormcast. Parce que sur le 18, on a un héros Stormcast qui arrive avec Gardus Âme d'Acier. Mais donc voilà, ça va être super, les prochaines semaines vont être intéressantes. Et puis, je sais pas quand, mais un de ces jours en plus, on démarrera évidemment Chrome 10. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, moi je vous remercie encore une fois, et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Allez, à plus, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.